Alors, c'est ce mouvement qui dénonce la hausse du prix des carburants à la pompe. Et ce mouvement, il s'annonce particulièrement suivi. Alors, des collectifs de gilets jaunes se sont lancés un peu partout dans le pays. D'après le site qui les recense, il y aurait 700 collectifs, 700 blocages prévus samedi prochain. C'est un mouvement d'un nouveau genre, né sur les réseaux sociaux, assez difficile à cerner. Alors, pour en savoir plus, Maxime Darquier est allé sur le terrain. Bonsoir Maxime. Bonsoir François. Maxime, donc vous parlez Gilets jaunes et vous êtes allé donc là où tout a commencé. Oui, cette semaine, je suis parti à Dole, dans le Jura. Dole, c'est la première ville française à s'être mobilisée contre la hausse du prix du carburant. Vendredi dernier, vous le voyez, ils s'entraînaient déjà pour le 17 novembre et ils ont bloqué plusieurs routes avant de se regrouper devant la préfecture. Et ce mercredi, ils étaient 150 à se rassembler sur un parking de la ville. Il y avait des gilets jaunes en colère de tous les âges et de toutes les professions. Je m'appelle Julie, je travaille à Intermarché. Je m'appelle Alain, je suis retraité. Moi, c'est Isabelle, je travaille dans la métallurgie. Je suis chômeur, handicapé. Je m'appelle Manon, je suis apprentie coiffeuse. Sébastien, je suis ouvrier. Moi, c'est Johan Gégère, je suis étudiant en gestion d'administration. Alors en discutant avec ces automobilistes en colère, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que pour une grande partie d'entre eux, ils n'ont aucun engagement politique, ils ne sont pas non plus syndiqués, la plupart ne sont jamais allés manifester de leur vie. C'est le cas de Julia et Guillaume, elle est auxiliaire de vie, il est pâtissier, ils ont 2 enfants, et pour eux, le prix du carburant, ça devient un problème. C'est la première fois que je manifeste. Je me rends compte que je suis vachement investie et j'ai vraiment envie que ça bouge. J'ai vraiment envie de participer et de faire entendre ma voix, de compter pour une fois. Je pars tous les matins au boulot, j'ai 26 km pour l'aller, donc ce qui fait 52 km aller-retour par jour. Donc en un mois, ça fait quand même entre 2 et 300 euros d'essence par mois. L'essence commence vraiment à devenir chère et que ça fait vraiment un gros trou dans le budget. On aimerait bien sortir, aller au cinéma, amener les enfants à la piscine, tout ça. Mais c'est vrai que maintenant, on ne peut plus. Alors mercredi, ces gilets jaunes en colère, ils ont pris la parole, chacun à leur tour, avec un objectif, organiser le blocage de la ville samedi prochain. Moi, ce que je proposerais, ça serait soit filtrer à l'entrée des autoroutes ou bloquer. Si on bloque de toute façon toutes les entrées de Dole, les commerçants, ils n'auront pas le choix. Il n'y aura personne dans leur magasin. Si on attaque au 17 au matin et qu'on termine le 17 à 19h, on dit on rentre chez nous, j'ai l'impression qu'on se tire une balle dans le pied. Tout simplement. Après, je sais pas. Il nous suffit simplement de prendre tous nos véhicules, opération escargot, direction Paris, de n'importe où on est, de toute la France. Bon, vous l'avez vu, ils ne sont pas tous d'accord sur la suite à donner au mouvement. À Dole, le chef de file des Gilets jaunes, il s'appelle Fabrice Schlegel. Et mercredi, il a tout fait pour canaliser leur colère. On a montré l'exemple 2, on va montrer encore l'exemple 17. On est au départ de la contestation, je vous ai dit qu'on était les premiers, maintenant je veux qu'on devienne les meilleurs. Je veux qu'on foute le bordel. L'image, c'est ce qu'il y a de plus important. Et je voudrais qu'on soigne notre image. Je voudrais pas qu'il y ait de débordement. Je voudrais qu'on respecte les personnes, qu'on respecte le domaine public et qu'on respecte les valeurs de la République. Ça, c'est très très important, sinon on va se discréditer. Alors Fabrice Schlegel, que vous venez d'entendre, il a 45 ans, il est chef d'entreprise dans le bâtiment et il a réussi son pari. La page Facebook qu'il a lancée, elle regroupe déjà 50 000 personnes en seulement 3 semaines. Pour une commune de 23 000 habitants, c'est beaucoup. Alors il m'a confié qu'il votait à droite, mais sans être encarté. Et il a aussi une sympathie pour l'insoumis François Ruffin. Et il n'est pas du tout anti-écolo. Au contraire, il demande d'ailleurs que l'État aide davantage les ruraux à rouler avec des véhicules plus récents et moins polluants. C'est ce qu'il a expliqué mercredi à un journaliste de l'Est républicain. Qui n'a pas compris qu'aujourd'hui, il faut changer de mode de vie? Tout le monde l'a compris. Les gens, ils sont conscients de ça. Ils sont conscients. Simplement, il faut leur donner les moyens de changer de mode de déplacement et, par voie de conséquence, de mode de vie. Si en face, on avait des solutions, on avait des alternatives, etc., ce serait peut-être supportable. Si on avait un président qui écoutait les gens, qui ne faisait pas preuve de mépris, de condescendance, ce serait peut-être supportable. Par contre, tous les facteurs, là, tous les voyants sont au rouge. Pour l'instant, c'est un peu diffus. Mais par contre, on a un dénominateur commun qui est l'exaspération. Alors ce ne sont pas des hommes politiques, mais ils ont déjà des éléments de langage, les Gilets jaunes. Leur grande phrase, c'est que la hausse des prix du carburant, c'est la goutte d'essence qui fait déborder le vase. En clair, leur colère, elle dépasse largement le prix de l'essence à la pompe. Et à les entendre, le 17 novembre, ce n'est que le début d'un mouvement qui pourrait être beaucoup plus long et beaucoup plus large. Alors, on va continuer à parler des Gilets jaunes, Maxime, avec une femme qui est en première ligne dans un autre département, dans le département de l'Isère. Elle s'appelle Barbara Béné-Guiné et elle est ce soir l'invitée de ces politiques.
Bonsoir, soyez la bienvenue sur ce plateau. Je vous en prie, asseyez-vous à côté de Florence Aubenas. Barbara Beneguiné, vous avez 47 ans, vous êtes vendeuse dans un magasin de vêtements. Et c'est vous qui avez créé donc une page Facebook il y a 15 jours, le 29 octobre pour être très précis. Vous l'avez appelée Union citoyenne Vienne-Vallée du Rhône. Pourquoi vous avez décidé de lancer ce mouvement? Ça a été quoi le déclic? Alors, j'ai pas eu le déclic tout de suite. C'est-à-dire que j'avais suivi un petit peu les pages Facebook de tous les rassemblements de blocage qui devaient avoir lieu dans la région. Et habitant à mi-chemin entre Vienne et Bourgoin, j'avais surtout décidé de faire un blocage au niveau de Bourgoin-Jallieu et Saint-Quentin-Fallavier. Et en discutant avec certaines personnes, notamment voilà, une dame qui est Laurence, que je cite, elle m'a dit, écoute, sur Vienne, il n'y a pas de groupe. Tu as habité Vienne pendant plus de 20 ans, tu connais les Viennois, je commence à te connaître, donc ça serait bien que voilà, une action soit mise en place sur Vienne. Mais il y a eu un moment précis où vous vous êtes dit, moi aussi, je veux faire partie de ce mouvement, moi aussi, je veux être un gilet jaune, entre guillemets. Oui, en fait, ça faisait plusieurs mois que, voilà, financièrement un peu dans la galère, monter une société, arrêter l'activité parce que trop de frais au niveau essence. Le budget était passé de 600 € par mois à près de 800 €. Voilà. Le budget carburant. Budget carburant, voilà, tout compris. Et donc, à un moment ou à un autre, il faut prendre une décision. J'ai eu le déclic quand j'ai vu les groupes. Je me suis dit, il n'y a pas que moi, je ne suis pas toute seule à galérer à cause du carburant, à cause de toutes ces taxes. Donc, voilà, j'ai lancé le mouvement le 29 octobre. Enfin, j'ai surtout lancé le 27, mais j'ai eu quelques soucis pour créer les groupes qui ont été supprimés, les pages Facebook ont été supprimées. Mais le 29, je me suis lancée et voilà, j'ai... Vous disiez en préparant l'émission, moi j'avais créé mon entreprise il y a un an, comme Emmanuel Macron me l'avait demandé, en fait, gros. C'est pas M. Macron qui me l'avait demandé. J'imagine bien, voilà. Comme sa philosophie. Non, en fait, j'ai créé mon entreprise parce que c'était un objectif de vie, c'était un projet professionnel que j'avais depuis longtemps. Ça faisait quelques temps que j'habitais à la campagne et je voulais créer mon entreprise justement pour faire autre chose de ma vie que travailler. Je suis aussi dans la protection animale, donc c'était aussi une façon de m'organiser au mieux pour la protection animale et l'écologie. Alors la voiture, on s'en rend peut-être moins compte évidemment quand on est habitant dans des grandes villes, dans des métropoles, mais là vous habitez dans l'Isère, c'est un outil essentiel. Oui, ne serait-ce que pour aller faire les courses. Bon, il y a une petite épicerie dans le village, mais bon, on se sert de la voiture pour aller chez le kiné à 20 km. Donc on peut pas, et il n'y a pas assez de transport en commun. Voilà, c'est des petits villages. On est à 25 km d'une ville comme Vienne qui a 35 000 habitants. On ne peut pas vivre sans véhicule. C'est vraiment pour la hausse du prix du carburant que vous mobilisez ou, comme le disait Maxime, vous dites vous aussi, c'est la goutte d'essence. C'est la goutte d'essence qui avait débordé le vase. On en avait discuté avec Maxime au téléphone. Et c'est vraiment ça qui a fait que les citoyens n'en peuvent plus, quoi. Voilà, ça leur a rajouté une facture, ça leur a rajouté des frais sur les gros frais qu'ils avaient déjà. Et les gens sont coincés. Les gens, c'est où, je connais des personnes, c'est où ils font les courses, où ils mettent de l'essence pour aller travailler, pour être susceptibles d'avoir un salaire à la fin du mois. Voilà. Ça vous inspire quoi ce que dit oui, c'est vrai, Barbara Beneguiné? D'autant qu'Emmanuel Macron s'était présenté comme le président du pouvoir d'achat, donc la déception est encore plus cinglante. Et c'est vrai que j'ai passé une journée dans une station-service, des personnes mettent 5 € d'essence parce qu'ils n'ont pas les moyens de mettre plus. Et donc il y a vraiment une pression autour de ça où effectivement la voiture est ce qui va vous relier au reste du monde. Sans voiture, c'est la vie entière qui s'écroule, donc c'est pas optionnel. Et donc, on voit des gens qui comptent dans leur poche, les petites stations s'en sortent aujourd'hui parce qu'elles font crédit. Donc, parce qu'elles disent, écoute, j'attends la fin du mois, comme les épiceries. On a vraiment l'impression que les gens sont là. C'est aussi important que le pain. C'est terrible ce que je suis en train de dire, mais c'est la stricte réalité. Le pouvoir d'achat, je précise que c'est la préoccupation numéro 1 des Français en ce moment, devant toutes les autres. Samedi prochain, le 17 novembre, c'est un mouvement contre Emmanuel Macron ou pas? Qu'est-ce que vous vous dites entre gilets jaunes chez vous? En fait, on a différentes optiques. C'est-à-dire que chaque groupe s'organise en fonction de la population qui intègre ce groupe. Moi, je n'ai pas voulu faire que blocage et que filtrage. J'ai mis en place un système de badge
ne serait-ce que pour les aides à domicile pour les personnes qui sont aides à domicile pour les personnes hospitalisées, mourantes, en fin de vie. On fait une manifestation parce que les Viennois étaient en demande d'une manifestation, parce qu'ils veulent crier leur désespoir. Je parle vraiment de désespoir. À l'heure actuelle, il y a des gens qui ont 20 € pour vivre par semaine pour faire les courses. Je l'ai vécu, je suis passée par la galère, je connais, je sais ce que c'est et je ne veux pas y retourner. Donc je ferai tout pour ne pas y retourner. Voilà. Vous dites on fait une manifestation parce que les Viennois, donc les habitants de la ville de Vienne, avaient besoin de crier. Ils ont besoin de crier parce qu'ils vont voir certaines personnes, ils ne sont pas entendus. Ils ne sont pas entendus par les administrations, ils n'ont pas l'impression d'être entendus par le gouvernement. Voilà, ils ont plutôt l'impression que le gouvernement et M. Macron essayent de les ridiculiser. Voilà, c'est des termes péjoratifs qu'il a employés, les illettrés, les alcooliques. Et ça, ils n'en peuvent plus. Et ils aimeraient avoir un minimum de reconnaissance par rapport à on va dire, tout ce qu'ils font par rapport à la hausse de la CSG. Voilà, il y a des personnes âgées qui veulent crier leur désespoir parce qu'ils n'ont que 500 € par mois pour vivre. Et on leur fait une hausse de CSG et ils perdent. C'est vrai, c'est 50 €. Mais 50 €, c'est une semaine de course. Voilà. On voyait dans le reportage de Maxime dans le Jura des gilets jaunes, appelons-les comme ça maintenant, j'ai pas mis le mien. qui disaient je me suis jamais engagé, c'est ma première manif, ma première manifestation. C'est votre cas vous aussi, ou vous êtes déjà engagé avant pour d'autres causes? Je me suis déjà engagé avant, il y a bien longtemps. C'était pour le CIP. Le CIP, on précise. Le CIP. C'était sous Édouard Balladur. Voilà. Et j'avais fait la grosse manifestation à Lyon. Voilà, c'était la dernière manifestation. Mais là, en fait, j'étais juste participante, on va dire. C'était un contrat jeune, en gros. Oui, le SMIC jeune. D'Édouard Balladur. Voilà. Et on avait des slogans. Et ça, c'est votre dernière manifestation? C'était la dernière manifestation. Mais là, c'est pas une manifestation, c'est un mouvement citoyen, c'est une révolte. En gros, on est révolté de tout ce qui se passe, de tout ce qu'on nous fait subir, sans que notre situation soit prise en considération. Voilà, c'est ça, c'est le désespoir de certaines personnes. Maxime, c'est pas que pour l'essence. Maxime le disait, c'est pas que pour l'essence. Et certains disaient dans son reportage que ça allait durer bien au-delà du 17 novembre. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous discutez chez vous? Parce que c'est un mouvement assez nouveau, né sur les réseaux sociaux, de gens qui ne se connaissent pas. Vous ne connaissez pas entre vous. Je commence à en connaître puisque je fais des réunions presque tous les jours, tous les soirs. J'en avais encore une hier au soir, très tard. Mais en fait, même si on ne se connaît pas, on a l'impression qu'on est les mêmes. En fait, il y a des gens avec qui j'ai discuté que par Internet. On se voit, il y en a, j'ai vu pour la première fois hier, on s'est fait la bise, comme si on se connaissait depuis toujours parce qu'on est pareil. Voilà, on vit la même chose. Il y a des chômeurs, il y a des étudiants, il y a des chefs d'entreprise, il y a des artisans, des commerçants. Voilà, on est tous ensemble et il n'y a pas de distinction entre nous. C'est ce que j'allais vous demander. Le profil des gens qui ont rejoint les Gilets jaunes chez vous, c'est... Tout. Il y a de tout. C'est chefs d'entreprise, artisans, commerçants, ça veut dire chômeurs, toute classe sociale. Toute catégorie. Pas uniquement des gens qui ont du mal à... Non, c'est des gens qui ne veulent pas sombrer, justement. Et qui veulent nous aider pour pas que d'autres sombrent derrière nous. Mais aujourd'hui, ce qui domine, parce qu'il y a deux discours, il y a le désespoir, mais aussi un espoir aussi. Il y a un espoir qu'on nous écoute, mais on fera tout pour qu'on nous écoute. Qu'est-ce qui domine aujourd'hui, le désespoir ou l'espoir? Le désespoir, pour certains, moi j'ai de l'espoir. Donc c'est pour ça que j'ai monté ce groupe et que je motive mes troupes, on va dire. Parce que c'est vraiment j'ai des gens mais extraordinaires à côté de moi parce que voilà, ils me connaissent pas, ils me font totalement confiance et ils sont là pour moi jusqu'à 2-3 heures du matin si j'ai des questions. J'en avais encore dans le TGV en venant. Voilà, et c'est des gens qui sont dans une situation confortable mais qui voient autour d'eux, dans leur famille, leurs amis qui commencent à sombrer, qui commencent à avoir des difficultés. Ils veulent se battre avec nous justement pour pas qu'on aille plus loin, plus profond dans la misère. Quoi. Voilà. Camille, comment est-ce que les partis politiques traditionnels tentent d'appréhender les Gilets jaunes? C'est un peu un ovni citoyen et politique, quoi. C'est un peu délicat pour eux parce qu'ils veulent profiter de votre mouvement sans passer pour des récupérateurs. Donc il y a
un équilibre à trouver, parce que l'occasion, elle est trop belle aussi pour l'opposition. Ça fait des mois qu'ils essayent de mettre beaucoup de monde dans la rue, et jusqu'à présent, ça n'a pas été des succès. Donc les partis se mobilisent, du Front National à la France Insoumise, en passant par les Républicains. Je ne sais pas si vous avez eu un de ces tracts, mais il y en a au moins 3 qui ont été distribués à tour de bras ce week-end. Et vous allez voir, il y a tous les partis. À gauche, c'est celui du Rassemblement national de Marine Le Pen. Au milieu, on a celui de Nicolas Dupont-Aignan pour Debout la France. Et puis enfin, à droite, celui des Républicains de Laurent Wauquiez, avec toujours la même expression, le racket des automobilistes. Similitude assez troublante d'ailleurs. Des partis donc qui sont sur le pied de guerre. Ils vont aussi envoyer leurs élus manifester auprès des Français le 17. Et puis, ce qui est le plus surprenant, c'est la France Insoumise. On n'attendait pas forcément Jean-Luc Mélenchon là-dessus. Il a appelé à soutenir ce mouvement. C'était lors d'un meeting à Pau cette semaine. Eh bien quoi? Alors, le 17 novembre, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez en commentant? Non. Le 17 novembre est une auto-organisation populaire dont je souhaite le succès. Alors cette ligne, elle divise chez les Insoumis, mais François Ruffin, qui est aussi un député insoumis, l'a dit très clairement dans une interview cette semaine à la radio. L'autre enjeu, c'est aussi de ne pas laisser Marine Le Pen seule sur ce terrain de la contestation populaire. Est-ce que vous avez peur d'être récupéré politiquement par les partis politiques dont vient de parler Camille? J'ai pas peur, je m'y attends. Parce que, non mais voilà, je m'y attends, comme je m'attendais à à ce que notre groupe, enfin le mouvement soit récupéré par les syndicalistes, puisque hier matin, avec plusieurs membres de mon groupe, on a fait le tour d'un marché à Vienne, puisque le samedi matin, le jour de cette mobilisation, nous on a le marché à gérer avec les forains. On a fait le tour, j'ai voulu les rencontrer pour leur expliquer ce qu'il en était, pourquoi on le faisait. Beaucoup sont avec nous. Et je venais d'arriver sur le marché, on m'a dit « Ah, mais il y a les syndicalistes qui viennent de passer ». J'ai pas peur, j'ai pas peur des politiques. Il y a des hommes politiques qui ont déjà essayé de vous approcher ou pas? Ah, j'ai reçu des mails depuis une semaine, je reçois des mails, des messages. Ils veulent tous me rencontrer. Tous les partis? Oui, tous les partis. Et même certaines personnes que j'ai souhaité rencontrer, qui ne voulaient pas me rencontrer il y a 15 jours, maintenant pourraient m'accueillir à bras ouverts. Et je ne veux pas. Vous rejetez d'un bloc tous les partis et tous les syndicats? Non, je ne rejette pas les partis. En tout cas, pour ce mouvement du 17 novembre. Ce mouvement, tout citoyen le bienvenu, c'est un mouvement citoyen. C'est le peuple de France. Un élu qui soit Front National, France Insoumise, les Républicains, c'est un citoyen comme tout le monde. Donc, tout le monde est le bienvenu, mais sans étiquette politique, sans étiquette syndicaliste. C'est intéressant, ça, Florence Aubenas, parce que l'une des particularités de ce mouvement, c'est que c'est et d'ailleurs l'un des dangers pour Emmanuel Macron, c'est que c'est un mouvement qui n'est pas contrôlé par les syndicats. Absolument pas, ni par les syndicats, ni par les partis, en effet. Et alors, c'était assez amusant, parce que j'ai rencontré des élus de terrain à l'occasion de cette tournée. Et certains disaient ça, ils disaient, voilà, nous on est à fond avec eux, etc. Et ils précisaient, beaucoup précisaient, de façon... au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils se demandent comment ça va tourner. Enfin, on les sent absolument sur des œufs. C'est-à-dire qu'ils se disent, il faut en être, mais si ça tourne, on ne sait pas comment. En fait, ce que je leur réponds par mail, quand ils m'envoient des mails ou des messages, je leur dis, vous venez en tant que citoyen, vous mettez votre gilet jaune, mais c'est le mouvement gilet jaune, c'est pas le mouvement d'un élu quelconque. Voilà, vous mettez votre gilet jaune parce que c'est le mouvement gilet jaune. Et vous venez en tant que citoyen et citoyenne. Et ça raconte aussi, Florence Aubenas, la fragilisation des corps intermédiaires bien sûr, dans ce pays. Bien sûr. Et je discutais avec une personne qui est élue République En Marche et je lui disais, est-ce que vous avez prévu ce mouvement? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Élu de terrain à Compiègne, députée. Et elle me disait, oui, alors j'ai compris quand je me suis fait engueuler, c'est ces termes, par des gens de ma famille. Parce que là, maintenant, je suis passée directement d'adjointe au maire à Noyon, où quand les gens ne sont pas contents, ils viennent vous voir directement. Et là, tout à coup, on a été propulsés dans la sphère du pouvoir qui est finalement coupée du monde citoyen. Et je pense qu'ils n'ont pas vu venir du tout, quoi. Que vraiment, ce sont des gens qui ont été projetés dans cette sphère-là en ayant coupé tout leur lien. Hein. Et il y a cette colère des Gilets jaunes que moi j'ai rencontrés, qui disent qu'il y a aussi cette fracture entre Paris et province. C'est vrai que je roulais en voiture de justement toute cette rue et je rendais cette voiture de location à Paris.
Et on voyait de moins en moins de gilets jaunes, plus on se rapprochait de Paris. Paris. Ah oui, c'était terminé. Et il y a vraiment cette fracture-là, quoi. Ce qui est décidé à Paris n'est pas assumé à Paris. C'est-à-dire, c'est pas vous qui allez subir la hausse du carburant. Non. Thomas, ce mouvement, il en rappelle d'autres. Alors, dans un passé proche, on pense tout de suite au bonnet rouge contre l'écotaxe sous François Hollande, mais on peut aussi remonter beaucoup plus loin. Oui, beaucoup plus loin. Il y a une référence historique permanente, vous allez voir dans les journaux. Alors là, je peux vous dire que ce mot-là, il va apparaître tous les jours jusqu'au 17. Quel mot? Allez, plus de suspense, ça nous renvoie à la fin du Moyen-Âge, au bas Moyen-Âge, et c'est la jacquerie. Il aime bien les jeux télé. Je crois que j'ai une petite vocation. La jacquerie. La jacquerie. Alors, cette jacquerie, c'est quoi? C'est un événement d'abord très précis avant d'être devenu quasiment un terme générique. Ça nous renvoie en fait en 1358 plus précisément. Donc ça fait longtemps. Le contexte social est particulièrement tendu en France, notamment dans les campagnes et dans les petites villes françaises de Normandie, du Beauvaisis, d'Île-de-France, en cause un climat dramatique lié à la guerre de 100 ans et à la terrible épidémie de peste noire. Et des hommes et des femmes vont se soulever à cause de la chute du cours des céréales et de la pression fiscale. Tiens, on y revient toujours, de plus en plus forte. Dans ses chroniques écrites à l'époque, Jean Froissart, qui est du côté des puissants, et vous allez voir pourquoi, insiste sur un point particulièrement important. Il écrit au moment où ça se déroule. On va lire Froissart. Ces méchants de gens, vous voyez, il n'est pas très gilet jaune, ces méchants de gens assemblés sans chef, ça c'est intéressant, et sans armure. Alors après, c'est du moyen français, robé et ardé, vous savez ce que ça veut dire? Jeu vidéo, jeu télévisé. Robé, ça veut dire voler. Et ardé, ça veut dire brûler. Tout de suite, l'escalade. Et tuer comme chien enragé, vous voyez, pression fiscale et absence de chef. Voilà pourquoi on parle de jacquerie. On en avait parlé aussi lors des bonnets rouges, dans un contexte évidemment très différent de celui du Moyen-Âge. Mais Froissart, ensuite, dit autre chose. Il écrit « Ces assemblées sans chef ont élu un chef, le pire des mauvais, dit-il, et son nom, c'est Jacques Bonhomme, qui donnera son nom à la jacquerie. » Moi, c'est une question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que vous avez besoin d'un chef, vous, aujourd'hui, en 2018, les Gilets jaunes? On est notre propre chef, c'est-à-dire qu'on est plusieurs groupes, mais malgré qu'on soit des milliers de groupes dans toute la France, on est une seule unité. On est un ensemble. Donc on communique entre nous, on ne met pas en place une action sans en parler aux autres groupes qui sont dans la même région que nous. Pour l'instant, enfin, je veux dire, là, un chef, non, parce que en fait, c'est tout jeune. Enfin, moi, il n'y a que 15 jours d'existence, donc je suis toute jeune, on va dire, dans le mouvement Gilets jaunes. Il y a des groupes qui ont été créés début octobre, donc j'ai un petit peu de retard, bien que je pense l'avoir récupéré quand même grâce à mon équipe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un chef, pour l'instant, non. On est un mouvement. Donc, c'est-à-dire que si un groupe, malheureusement, est un peu à la traîne ou a besoin, l'autre groupe l'aidera. C'est-à-dire on fait masse, tous ensemble. Ça, c'est pour l'aspect positif vous concernant. Est-ce que vous avez peur des débordements samedi prochain? Parce que le ministère de l'Intérieur et les préfectures, Maxime le disait, s'inquiètent fortement de possibles dérapages. Mais de toute façon, il faut bien se dire que dans toute manifestation, il y a des dérapages. Même quand il y a eu la loi travail, ne serait-ce que dans des petites villes, il y a eu des casseurs, il y a eu des dérapages. On le sait, il y en aura. Mais là, il n'y a pas de syndicat, de service d'ordre de syndicat? Non, mais... de demande de manifestation. C'est pas parce qu'il n'y a pas de service d'ordre de syndicat qu'il n'y a pas un service de sécurité mis en place. Voilà, on protège nos arrières, on protège nos manifestants, on protège... c'est pas une aventure. On ne se lance pas dans l'aventure, c'est réfléchi. On a des avocats avec nous, on a pris des renseignements. Voilà. Et il y a eu des déclarations de fait. Moi, je réfléchis encore, puisque je dois voir d'autres membres pour avoir leur réponse. Mais les débordements, de toute façon, c'est comme quand vous m'avez posé la question des politiques. Je m'attends à ce qu'il y ait des politiques, donc je m'attends à ce qu'il y ait des débordements. J'en ai pas peur parce qu'on est tellement soudés ensemble que si on voit qu'il y a quelque chose qui se passe mal, il y aura tout un groupe pour régler. Voilà. Parce qu'on sent une montée de la colère et de la radicalisation, mais des deux côtés. Côté mouvement du 17 novembre et côté... parfois militants écolos assez énervés contre ce mouvement. Il y a un message qui a aussi été très partagé sur les réseaux sociaux qui illustre la montée de ces tensions. C'est un père de famille qui a posté ce message très clair. Voilà ce qu'il dit. Je mate une putain de vidéo de WWF qui explique qu'on a dézingué 60% des espèces animales en 40 ans à côté de mon fils qui tripe sur son bouquin Choupi au zoo.
Et après, il écrit en énorme « Va te faire foutre avec ton 17 novembre ». Cette radicalisation et cet argument écolo, est-ce que vous l'entendez? Est-ce que souvent, j'aurais préféré qu'il envoie ce texte à M. Macron par rapport à sa politique de transition écologique. Voilà, on nous a mis des hausses pour justifier les budgets pour la transition écologique. Et par rapport au budget, on pense, on le sait qu'il faut beaucoup plus pour la transition écologique. Voilà, c'est bien de parler écologie, c'est bien de parler transition écologique, mais quand on veut s'en donner les moyens, on peut le faire. Donc on n'est pas quelque part. Parce que c'est jamais agréable, c'est un changement de vie, c'est compliqué. Est-ce qu'il ne faut pas que ça commence mais moi, j'aurais aimé rentrer dans la transition écologique. C'est-à-dire que j'aurais aimé pouvoir changer mes fenêtres, j'aurais aimé pouvoir isoler mon habitation, mais en fait, je rentre dans aucun critère pour avoir cela. Je suis ni locataire, ni propriétaire, donc je ne peux pas avoir les 1% d'aide pour isoler. Donc, c'est tout à mes frais. Et il y a plein de gens dans ma situation. On aimerait faire, mais on ne peut pas, on ne rentre pas, ou on dépasse le plafond au niveau revenu, ou on n'est pas dans une bonne situation administrative. Donc il y a toujours des petits critères qui font que vous n'y avez pas le droit. Florence Aubenas, c'est dur d'être écolo sur le terrain quand on a très peu de moyens et qu'on a, comme certains des Français que vous avez rencontrés, 7 € à la fin du mois. Oui, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'être écolo ou vivre de façon bio, ou je ne sais pas quel terme utiliser, est un luxe. C'est ça qui est renvoyé, c'est-à-dire il faut pouvoir se le permettre. Et c'est vrai que les mesures publiques, moi je peux très bien comprendre que quand c'est concentré sur la tête des automobilistes, c'est compliqué. Je veux dire, on peut aussi envisager des transports en commun gratuits, on peut aussi envisager de ne pas fermer des petites gares, il y a tout un tas de mesures qui pourraient compenser l'usage de voitures qui ne sont pas prises en parallèle. Donc c'est vrai que si c'est ça la lutte contre le réchauffement climatique, on n'est pas prêt d'y arriver. Et en même temps, Maxime, la hausse du prix du carburant, est-ce qu'elle est vraiment liée à la hausse des taxes sur le diesel? Ben non, Emmanuel Macron n'est pas le principal responsable de cette augmentation. Et vous allez comprendre pourquoi. En ce moment, 1 litre de diesel, ça coûte en moyenne en France 1,52 €. C'est 29 centimes de plus en un an. Donc l'augmentation à la pompe, elle est bien réelle. Mais alors, à quoi elle est due, cette augmentation? Il y a 2 facteurs. D'abord, il y a l'augmentation des taxes. Depuis le 1er janvier, le gouvernement a augmenté ses taxes sur le diesel de 7,6 centimes d'euros. Donc ces 7,6 centimes d'euros, ils sont donc directement imputables à Emmanuel Macron. Mais il n'y a pas que les taxes qui augmentent. Il y a aussi et surtout le prix du pétrole. Et il a énormément augmenté, plus 21,4 centimes d'euros en un an pour le diesel. Mais ça, Emmanuel Macron, il n'y est pour rien. Donc en résumé, oui, le gouvernement a augmenté les taxes sur le carburant, mais en grande partie, aux 3/4 en fait, cette augmentation n'a rien à voir avec le gouvernement. Qu'est-ce que vous dites à ça, Barbara Bénéguinet? Le prix du pétrole a augmenté, mais il n'a jamais été au plus bas. Voilà. Donc, en fait, c'est une fausse excuse pour justifier. C'est une fausse excuse pour justifier sa politique de transition écologique. On n'est pas obligé de taper tout le temps sur les mêmes pour justifier le manque de décision au niveau écologique qu'on a pris. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure, et c'est l'expression que vous avez employée avec Maxime, c'est une goutte d'essence qui a fait déborder le vase. Est-ce que ça veut dire que si, par exemple, le 16 novembre ou le 18 novembre, le gouvernement décide de baisser le prix de l'essence de 7 à 10 centimes, est-ce que pour vous, le mouvement est fini? Non. Non, parce que c'est ce que vous dites. La hausse de l'essence, c'est la goutte d'essence qui a fait déborder le vase. Mais en fait, il y a eu derrière, avant, il y a eu la CSG, il y a eu la baisse de l'APL pour certaines personnes. Vous savez que quand vous êtes une famille de 2 avec 2 enfants et que vous avez à peine 1 500 €, vous êtes à 50 € près d'APL. Donc, moi, quand j'ai entendu, je ne sais plus quelle femme politique dire j'ai 5 000 € par mois et je mange des pâtes. Oui, mais c'est les pâtes du traiteur que vous mangez, madame. Quand vous avez 1 000 € et que vous avez une famille, c'est les pâtes du hard discounter que vous mangez. Mais est-ce que, j'écoute votre réponse, est-ce que ce n'est pas au fond un mouvement anti-impôt? Ah non, du tout. Mais on veut que puisque le gouvernement, en gros, ne peut pas faire grand-chose pour vous arrêter. Non, nos impôts, on veut qu'ils soient mieux utilisés, on en fasse une meilleure utilisation. On a l'impression que là, le gouvernement, en fait, pour le gouvernement, le citoyen, le Français, celui qui est taxé,
il s'en sert comme une marchandise, comme un porte-monnaie. Voilà. Et en fait, on a l'impression que l'humain est au service de l'économie, alors que c'est l'économie qui devrait être au service de l'humain. Voilà la différence entre notre vision des choses. Florence Aubenas, pour conclure sur ce plateau, est-ce qu'un mouvement comme celui-ci, vous en avez déjà vu? Vous le comparez à des mouvements que vous avez déjà vus dans le passé, ou ça vous paraît totalement nouveau et inédit? Non, je pense que des mouvements, ce qui est intéressant, c'est que ce sont ces mouvements qui émergent, où il y a eu beaucoup de coordination infirmière, par exemple, à une époque, qui sont des mouvements, effectivement, sans chef, sans leader et revendiqués, hein. Et je trouve que c'est assez simple, parce que qui dit leader dit en général récupération derrière. Donc la personne qui est en tête va négocier quelque chose, les autres se retrouvent sans rien. Et c'est tout à l'heure, vous me demandiez de quoi on parle dans les bistrots. Eh bien, on parle bagnole. Alors on parle hausse d'essence, bien sûr, mais il y a autour de la voiture, qui est encore une fois quelque chose de vital, hein, dans beaucoup de régions de France. Il y a tout ce 80 km/h qui s'est ajouté au radar, qui s'est ajouté à toutes ces choses-là. Et les gens ont l'impression que dès qu'ils rentrent dans leur voiture, ils sont dans ça a été leur cocon pendant des années, et maintenant c'est devenu un univers hostile. Et il y a une transition tout à fait différente à ça. Ils n'osent plus rouler. Enfin, faut voir. On nous culpabilise. Mais il faut voir. Oui, sur les routes, c'est très impressionnant. Les gens se regardent, ils se disent, ils font des appels de phare. Plus personne ne sait. Il y a une espèce de tension. Vous claquez la portière, vous vous dites, ça y est, je suis menacé, quoi. Et c'est très frappant aujourd'hui. Merci beaucoup, en tout cas, Barbara Bénéguinet, d'être venue sur ce plateau. On reparlera dimanche prochain de ce mouvement des Gilets jaunes. On sera au lendemain de la grande journée de manifestation et de blocage annoncée. Et on continuera à suivre vos blocages, vos manifestations, en tout cas votre mouvement. Notre mouvement, le mouvement citoyen. Voilà, j'y tiens beaucoup, mouvement citoyen. Merci à vous. Florence Aubenas, merci infiniment d'être passée sur ce plateau ce soir, d'avoir passé ce moment avec nous. On continue à vous lire, évidemment, dans Le Monde, et on attend avec impatience votre nouveau livre.